Donc, je me présente, je suis Isabelle Miranda. Alors, je travaille en tant que mandataire judiciaire à la protection des majeurs. Alors, c'est vrai que moi, j'aime beaucoup le mot de curatrice, alors je garde cette dénomination. Je fais partie de l'équipe Cap Droit depuis 2017. Donc, c'est moi qui vais animer cet atelier. Mes collègues co-animateurs étaient pris dans d'autres ateliers, donc je vais l'animer seule. Je ne sais pas si tout le monde a eu accès aux contributions qui ont été mises sur le site en ligne, si vous avez pu les lire au préalable. Mais en tout cas, nous avons tout le monde. Monsieur Boyer, donc, qui représente l'association GRIM, je vous laisse vous présenter en 2 mots. Oui, je suis directeur des services de l'association GRIM, c'est-à-dire des services d'accompagnement social, à la vie sociale, médico-social, avec le SAMSA, et un service de protection juridique des majeurs, sur le département du Rhône, Villefranche et Tara. Je vous présente aussi à ses côtés Dominique Cognier. Je te laisse te présenter en 2 mots. Oui, alors moi je suis Dominique Cosnier, je suis facilitateur Cap Droit, facilitateur chercheur Cap Droit, pardon. Et donc, on m'a demandé de participer à Cap Droit en fait en tant que personne sous curatelle à la suite d'une dépression. À mes côtés, je vous présente Madame Sarrazin. Moi, je suis JPM, notaire judiciaire à la protection des majeurs à l'ATR, Association tutélaire. Et donc, à distance, nous avons Madame Boer qui intervient au nom de la FNAT. Je vous laisse Oui, présenter. tout à fait. Oui, tout à fait. Donc, je suis Véronique Poher et je suis donc directrice par ailleurs d'une association tutélaire sur la Bretagne. Et puis également, donc, et c'est à ce titre que j'interviens, responsable du groupe de recherche éthique de la FNAT dans le cadre de l'activité donc mandataire judiciaire à la protection des majeurs. Voilà. Alors, en fait, le concept des ateliers, il y avait beaucoup de contributions qui étaient toutes très intéressantes. On a voulu en fait les mettre comme ça en ligne. C'est pour ça que je vous demandais si vous aviez pu les consulter auparavant. L'intérêt en fait principal, c'est vraiment ce qui va se créer ici et ce qui va pouvoir se mettre en dialogue. Alors, moi, je vous propose juste, comme nous sommes entourés de professionnels de la protection judiciaire dans cet atelier, de laisser Dominique présenter son allocution en premier. D'accord. Alors, je vais essayer de faire court et de parler assez fort. Bon, je vais commencer. Je n'aime pas trop parler de moi, mais je vais quand même essayer d'expliquer pour quelles raisons je me suis retrouvé sous curatelle. Donc, je suis probablement en état limite. Parmi les médecins que j'ai pu consulter, aucun n'a pu me dire si j'étais bipolaire ou unipolaire. En dernier lieu, on m'a dit unipolaire, d'autres m'ont dit le contraire, donc je ne sais pas. J'essaye de savoir parce que je considère que je suis peut-être la personne qui me connaît le mieux, peut-être le mal, disons. Donc, pour faire court, j'ai vécu un certain nombre d'événements qui m'ont perturbé, qui ont des événements à caractère professionnel, également un deuil qu'on peut qualifier de pathologique. Sur le plan professionnel, j'étais manager à la Poste et dans les années 90, j'ai été chargé d'accompagner le reclassement des centres de tri parisiens. Il y avait des centres de tri à Paris qui ont été supprimés, en partie pour faciliter les conditions de travail, mais aussi parce que c'était un endroit de lutte sociale qui valait mieux supprimer ou déplacer. Donc, il y a eu une réforme de la Poste qui a été très mal vécue, qui a entraîné un nombre important de dépressions, de suicides. Il y a eu plus de suicides à la Poste qu'à Orange, bien qu'on en ait très peu parlé. Donc, j'ai mal vécu cette période, puisque j'avais un petit peu une double étiquette. On m'avait demandé de m'occuper du reclassement des centres de tri, parce que j'étais responsable d'une section syndicale. Et nous avions adopté, les différents syndicats,
dits réformistes et dits contestataires, nous avions adopté à peu près la même position sur la fermeture des centres de tri en vue d'essayer de replacer le mieux possible les personnes qui étaient souvent, d'une part, il y avait des personnes qui avaient des compétences, mais ces compétences n'étaient plus utilisables parce que le système d'acheminement avait totalement été modifié, et d'autre part, il y avait des personnes qui avaient un rôle utile, qui par exemple faisaient le ménage, mais qui ne savaient ni lire ni écrire couramment. Également, nous avions des agents techniques, des ouvriers de maintenance qui pouvaient être bons dans leur travail, mais qui n'étaient pas capables de passer des concours et d'évoluer en raison d'un niveau scolaire insuffisant. Et nous avions également des personnes qui avaient toujours travaillé la nuit dans un monde clos, c'était de très grands établissements, et qu'on leur a demandé d'être en contact avec le public, alors qu'ils avaient aucune préparation pour se retrouver au guichet, pour la distribution. Évidemment, des personnes qui n'avaient jamais fait de vélo. Donc, apprendre une langue étrangère, apprendre la langue française, les bases de la langue française quand on a 50 ans, ou apprendre à faire du vélo quand on a 50 ans, c'est pas évident. Bref. Donc, je passe sur cet aspect de la réforme de la Poste. Bon, c'est un petit peu à cause de ce contexte que j'ai fait, dans un premier temps, un burn-out. Bon, j'ai eu également, j'ai suivi pendant 17 ans une thérapie analytique. Et je me suis trouvé en 2007 donc dans une situation de conflit avec ma hiérarchie. J'étais responsable à l'époque d'une petite plateforme courrier en banlieue. Il faut savoir que dans le domaine courrier, à la Poste, il y a deux activités principales. Il y a la distribution du courrier le matin et il y a la collecte du courrier l'après-midi. Donc, je m'occupais un petit peu des deux, mais surtout de l'activité collecte. Collecte, c'est la collecte des boîtes aux lettres et surtout du courrier entreprise. Bon, les conditions de travail n'étaient pas idéales et particulièrement stressantes. Donc, tout cela a contribué à ce que je fasse un burn-out. Et j'ai préféré quitter la Poste à cette époque et je me suis trouvé, je n'avais pas d'économie, donc je me suis retrouvé au RMI, et le RMI, etc. Donc, à l'époque, c'est devenu RSA. Bon, ce qui fait que je n'ai pas pu terminer dans ces conditions une formation que j'avais entamée en psychologie du travail au CNAM, un petit peu en complément avec ce que j'avais découvert dans le cadre du remplacement des centres de tri. C'est ce qui m'avait donné l'idée de faire une formation en psychologie du travail. Donc, je n'ai pas pu présenter le mémoire de fin d'études à l'époque. Voilà. Donc, comme je disais, j'ai fait une thérapie analytique pendant 17 ans. Et donc, à cette époque, ma psychanalyste a considéré que ma décision de quitter la Poste, c'était pour elle un passage à l'acte. Donc, elle m'a conseillé d'aller voir un psychiatre. Alors, la première fois que j'ai vu ce monsieur, j'ai dit à ma psychanalyste que je pensais que le courant ne passait pas du tout et que, voilà. Donc, elle m'a dit, mais pas du tout, vous faites des idées comme d'habitude, il est très bien, il n'y a aucune raison que ça se passe mal. Donc, j'ai continué à voir ce monsieur en entraînant les pieds pendant 8 ans. Bon, il y a... Comment je pourrais dire ça? Parce que c'est vrai que ça devient un petit peu personnel et très subjectif. Bon, toujours est-il que, bon, selon moi, il n'y a pas eu d'alliance thérapeutique, même s'il faudrait préciser ce qu'on entend par alliance thérapeutique, et surtout, il n'y a pas eu de communication entre ce monsieur. Voilà. Donc, ben, j'ai écouté ce qu'il m'a proposé. Régulièrement, il me posait des questions. J'avais l'impression qu'il me regardait un petit peu comme le serpent regarde sa proie. Alors, de temps en temps, il me posait des questions. Au fait, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que ça vous paraît raisonnable de prendre du Dépacote? Alors, encore aurait-il fallu m'expliquer ce qu'était le Dépacote, parce qu'à l'époque, je ne savais pas. Donc, j'avais envie de lui dire, mais c'est toi le psychiatre ou c'est moi? Donc, bref, ce qui fait qu'à la fin, j'ai fini par me retrouver avec 6 psychotropes. Bon, je dois aussi préciser qu'à la suite de toutes ces circonstances, j'ai également accumulé des dettes.
Bon, j'ai eu aussi une relation amoureuse difficile. Tout ça a contribué à me perturber un petit peu. Et la prise de psychotropes, avec le recul, a aggravé mon état dépressif. En 2013, j'avais réintégré la Poste finalement. Je ne faisais plus de management. J'étais donc toujours dans le 9-3 à Bobigny, puisqu'on dit le 9-3. Je me suis retrouvé dans un centre courrier où dans un premier temps, je me faisais plus ou moins de l'animation, je faisais de la sécurité, je faisais un petit peu tout. Et l'activité courrier étant partie, je me suis retrouvé dans une petite équipe de 3 personnes avec 2 femmes où nous faisions de la gestion de dossiers de société pour le département de la Seine-Saint-Denis. Et donc, j'avais entre autres comme activité la saisie des données sur l'ordinateur, activité dans laquelle je ne suis pas très performante. Donc, l'une de mes 2 collègues a fini par aller se plaindre à mon chef que j'avais quand même tendance à m'endormir, que je n'étais pas assez performant. Ce qui fait que mon chef m'a fait convoquer à cette époque par la médecine du travail, qui a considéré que j'étais inapte à tout travail, ce que j'ai très mal vécu. Et donc, je me trouvais également à cette époque dans une situation de surendettement. J'avais fait une demande auprès de la Banque de France qui avait échoué. Je suis désolé d'être un petit peu long, mais bon, j'essaye d'expliquer. Bon. J'ai fait un recours et je suis allé donc au tribunal avec une assistante sociale du CMP, parce que je fréquentais également un CMP en même temps. Rétrospectivement, je pense que j'aurais mieux fait de fréquenter uniquement un CMP. L'assistante sociale, lors de l'audience, a cru bon d'intervenir pour dire à ma place que si j'étais embêté, ce n'était pas de ma faute, c'était un problème psychiatrique. Ce qui a entraîné de la part du juge la réponse, si c'est un problème psychiatrique, il faut faire une demande de curatelle. Voilà. Donc tout ça a trotté un petit peu dans ma tête. J'ai essayé de me renseigner. J'ai trouvé au CNP un dépliant sur le sujet dans lequel il était précisé que les droits des patients étaient maintenus. J'ai également demandé à mon psychiatre, mais vous êtes sûr que si je fais une demande de curatelle, je suis une des rares personnes à avoir fait moi-même une demande de curatelle, vous êtes sûr que je pourrais en sortir facilement? Il m'avait affirmé que oui. Voilà. Donc j'ai fini par faire une demande de curatelle début 2014. Donc pour cela, je suis allé voir une experte auprès des tribunaux qui m'avait été conseillée par mon psychiatre. Alors comme je suis un peu bête, j'ai été allé la voir dans un CMP, donc je ne me doutais pas que ce serait payant, ni que les frais ne seraient pas remboursés. Donc dans un premier temps, elle m'a dit si vous ne pouvez pas payer tout de suite, vous allez reprendre un rendez-vous. Donc j'ai repris un rendez-vous. Et puis je lui ai expliqué un petit peu mon existence. On soit un petit peu confiance, c'est peut-être pathologique, je ne sais pas trop. J'ai tendance à faire confiance aux médecins. Bon, j'ai été dans un environnement quand j'étais jeune où j'ai été élevé par une mère qui avait beaucoup d'admiration pour les médecins. D'accord, je vais arranger très bien. Donc pour faire court, donc, je me suis retrouvé sous curatelle renforcée avec comment on appelle ça, une institution qui a de nombreux salariés. Donc, quand je disais qu'il n'y avait pas de communication avec le psychiatre, ça a été encore pire avec le mandataire judiciaire qui m'a convoqué au bout de 6 mois, on va dire, qui m'a demandé comment j'en étais arrivé là. Donc, j'ai hésité, je lui ai dit, c'est une pathologie de la solitude. Elle m'a dit, ah oui, je comprends. Enfin, toujours est-il que bon, il y a eu une communication déplorable avec ce mandataire judiciaire. Alors, au bout de 3 ans, j'ai fait une demande de main levée. Je suis retourné voir un autre expert qui m'avait été recommandé par ma psychanalyste qui avait fait
un certificat médical assez favorable. Donc, j'ai obtenu dans un premier temps une curatelle renforcée aménagée. J'ai fait ensuite une deuxième demande de main-levée. J'ai obtenu la curatelle simple. Et j'ai fait une troisième demande de main-levée. La curatelle simple a été maintenue. Quelque temps après, la mandataire judiciaire a demandé que je revienne sur curatelle renforcée. J'ai donc été convoqué, je passe les détails, j'ai été convoqué successivement auprès de 3 experts. Les 3 premiers n'avaient pas le temps de me voir. Et le quatrième que j'ai vu, lui, je l'ai vu pendant 1 heure. Il a établi un rapport beaucoup plus long, qui faisait 6 pages, mais dont je n'ai malheureusement pas eu connaissance, puisqu'il a été transmis à l'exclusion, à l'attention exclusive du juge des tutelles, ce que je considère un petit peu attentatoire aux droits des patients. J'ai eu recours à une avocate qui donc a pu consulter mon dossier et qui m'a expliqué que le rapport de cet expert, qui est psychogériatre, n'était pas très favorable parce qu'il a trouvé que je souffrais d'un déficit neurocognitif léger. Donc j'ai regardé, il paraît que ça existe seulement depuis le DSM-5 et en principe, ça n'empêche pas de vivre une vie normale. Donc voilà, enfin, toujours est-il que je suis resté sous curatelle simple et par contre, l'avocate a obtenu que je change de mandataire judiciaire. Alors depuis quelque temps, j'ai un mandataire judiciaire individuel qui est venu me voir récemment alors que la personne de l'institution ne s'est jamais déplacée. Voilà, donc en bref, je considère que je n'ai pas été accompagné du tout et qu'aucun projet n'a été établi puisque j'ai essayé de lui faire part de mes projets, puisque je considère qu'à mon âge, on peut encore avoir des projets. Donc, dans un premier temps, je me dis que de toute façon, je devais savoir que j'étais incapable de travailler. Dans un dernier temps, que peut-être je finirais par retrouver un petit boulot. Et j'ai été également scandalisé que je puisse penser à reprendre une formation pour avoir le diplôme de psychologue du travail, vu qu'elle ne comprend pas à quoi ça peut me servir. Donc voilà, je termine là-dessus. Merci en tout cas, Dominique, pour nous avoir précisé ton parcours. Moi, je trouvais que c'était intéressant de commencer par cet axe-là qui présente une des parties du travail. Je donnerai la parole à Madame Poher qui va nous présenter un outil qui est intéressant mis en place par la FNAT. Est-ce que vous prenez la parole? Oui, tout à fait. Merci. Donc, je vais essayer d'être rapide. Donc, je ne vais pas pouvoir vous dire l'ensemble, mais vous le retrouverez effectivement dans mon intervention qui est mise en ligne. Donc, moi, je voulais parler de la question du logement à travers effectivement un outil et un travail qui a été mené par la FNAT. Donc, la FNAT travaille depuis maintenant de nombreuses années sur la question éthique qui se pose aux mandataires judiciaires à la protection des majeurs et à élaborer une grille d'analyse, ou en tout cas un document qui peut aider les professionnels à s'interroger sur des questions qui dépassent uniquement les questions du droit, parce que si le droit répond, on va dire qu'on n'est pas dans une question éthique, mais dans plein de situations, on est avec une tension et une réponse qui ne peut pas être unique et qui correspond aussi à la situation individuelle. Là, monsieur a parlé de sa situation en curatelle. On est effectivement à chaque fois sur des situations singulières et qui nous obligent effectivement pour les professionnels. Alors, être en institution, ou en tout cas en structure tutélaire, ça permet aussi de travailler en service et donc de s'interroger à plusieurs autour d'une question qui peut traverser la problématique d'une personne. Alors, moi, je voulais parler de la question du logement parce que la question du logement, au regard de l'autonomie de la personne, c'est évidemment un élément très important. Elle définit notre relation au monde et à la société. Le fait d'avoir un logement est effectivement un élément très important pour tous les individus et pour les personnes protégées exactement de la même manière. Aujourd'hui, le droit nous dit qu'il est extrêmement important de protéger le choix de la personne en matière de logement, donc son libre choix de logement, de résidence et d'entretenir aussi des relations avec les personnes qu'elle souhaite au regard de ce logement. Malgré tout, sous l'angle, moi je vais le regarder un peu sous l'angle de la réflexion éthique, on peut dire que effectivement la valeur principale pour réfléchir autour du logement, c'est la question du respect du choix de la personne
et donc de sa manière d'habiter dans son logement. Malgré tout, ça vient se confronter ou en tout cas se mettre en tension à travers un exemple que j'ai choisi là et qui se révèle, et je pense que pour les mandataires judiciaires, les personnes, ça peut être extrêmement parlant, c'est la question de l'incurie, donc c'est-à-dire un logement qui se dégrade et où la personne ne l'entretient plus. Alors on parle souvent de ce qu'on appelle le syndrome de Diogène, qui effectivement amène les personnes à encombrer, voire à laisser le logement petit à petit se dégrader. Et là se pose souvent la question de la limite entre la liberté individuelle, le choix de la personne, son autonomie, et puis l'injonction qui peut arriver de l'entourage, des voisins, du bailleur, enfin en tout cas de la famille également, autour des respects, des normes d'hygiène et de sécurité également, parfois, qui peuvent se poser pour la personne. Donc là, la question du danger peut éventuellement venir être percutée et les autres personnes, et pas nécessairement évidemment la personne elle-même, souhaiter qu'il y ait une intervention de la part du mandataire, c'est-à-dire de celui qui protège, pour évidemment faire cesser ce qui est pour les autres quelque chose d'inacceptable ou en tout cas qui ne correspond pas à la norme habituelle. C'est une question très sensible pour les mandataires judiciaires parce qu'il s'agit là aussi de définir, et c'est une notion souvent complexe à définir, la question du danger et de trouver donc un consensus qui puisse être acceptable entre le choix de la personne et puis le danger potentiel et pour la personne et pour les autres de ce qui est mis en place. Et malgré tout, ce qui va aussi entrer en ligne de compte, ça va être le choix et le respect du choix de la personne. Chaque personne, et les personnes protégées de la même manière, peuvent choisir librement leur mode de vie. Alors, évidemment, un mode de vie incurique, voilà, ou en tout cas tel qu'on peut le définir, peut-il être considéré comme un choix de vie? Ça, c'est une question qui va évidemment traverser la manière dont le professionnel va pouvoir intervenir, le mandataire. Dans le syndrome de Diogène, effectivement, la personne aussi, elle est souvent dans le déni de sa situation, voire dans un refus d'intervention parce que ce qu'elle a mis en place à travers ce syndrome, et en particulier l'entassement éventuel d'un certain nombre d'objets, voire des poubelles éventuellement, peut avoir pour elle quelque chose d'extrêmement important et de protection qui est indispensable et nécessaire. Donc, comment arriver à l'accompagner, sachant qu'elle-même est en souffrance, puisqu'elle subit finalement ce syndrome, tout en respectant ses choix et en n'étant pas dans une injonction d'intervention qui peut être contraire à ses droits fondamentaux. Donc, c'est comment on trouve effectivement l'équilibre entre respecter la personne, voilà, ses choix, et puis en même temps faire qu'elle vive dans des conditions dignes. Reste à définir là aussi de quoi on parle en matière de dignité, et puis de considérer est-ce que l'incurie est une façon de vivre. Donc, le travail de réflexion éthique pour le mandataire, ça va être de définir son intervention entre l'autonomie et le respect et la protection finalement, puisque la personne étant sous protection, il s'agit effectivement de tenir compte de cet aspect, tout en lui conservant son autonomie, et entre le respect des libertés et aussi de la dignité humaine. Donc, tout ça va être un travail de réflexion que le mandataire va devoir mener, seul quand il est mandataire individuel ou en équipe, qui est parfois un peu plus facile, pour évidemment se poser les questions de savoir quelles sont les ressources dont il dispose, quels sont les éléments de compréhension de la situation qu'il peut avoir et de comment il va, sans, j'ai envie de dire, poser un acte voilà, unique, essayer de réfléchir aussi avec la personne sur la manière d'intervenir. Alors, je vais rapidement conclure mon propos, mais je vais vous soumettre une situation parce que c'est peut-être la façon la plus pertinente d'engager la réflexion autour de ça. Donc, je vais vous soumettre une situation et puis les différentes possibilités d'intervention, entre guillemets, que pourrait avoir le mandataire et de comment on pourrait se positionner en respectant cette question que j'ai pu émettre tout à l'heure
et cette tension éthique entre l'autonomie, la protection et d'autre part le respect des libertés et de la dignité humaine. Donc, je vais vous lire la situation et vous émettre les 4 propositions qui pourraient être faites aux mandataires en termes d'intervention et peut-être vous dire celle qui semblerait, en tout cas, la plus souhaitable au regard de cette tension. Donc, je vous soumets la situation. Un monsieur donc, de 59 ans qui bénéficie d'une mesure de curatelle renforcée, vit dans un logement social de 40 mètres carrés recouvert de plusieurs couches de détritus. Le logement est envahi de nuisibles, des blattes notamment. Suite à des plaintes du voisinage, le bailleur interpelle le mandataire pour qu'il fasse procéder à un nettoyage du logement et à une désinsectisation. Il menace de mettre en œuvre une mesure d'expulsion, le bailleur. Le majeur protégé ne perçoit pas l'état de dégradation de son logement ni les risques sanitaires associés pour lui-même ou les voisins. Il refuse toute intervention. Il n'y a pas de suivi médical pour cette personne et les relations avec sa famille sont rompues. Voilà, j'ai envie de dire un cadre réel, hein, puisqu'il s'agit effectivement, pour nous en tout cas, et dans le livre qui a été fait par la FNAD sur l'éthique du mandataire judiciaire, de partir de situations concrètes et de voir, au regard d'un filtre éthique, quelle proposition de réponse on pourrait faire. Alors, je vais vous en soumettre 4. La première, c'est vous faites le lien avec le réseau de partenaires pour chercher à convaincre progressivement la personne d'accepter le nettoyage et l'entretien de son logement. Proposition B, sur la base d'une pièce médicale et d'une description du logement, vous demandez au juge l'autorisation d'une intervention sans consentement, donc une mesure d'hospitalisation sous contrainte. C, vous profitez d'une absence de la personne, une hospitalisation par exemple, pour faire procéder à une intervention et donc nettoyer le logement. Et D, vous suggérez au maire de la commune de procéder à une intervention par arrêté pour insalubrité. Donc voilà, 4 options possibles d'intervention. Je vais très rapidement les balayer, mais on ne va pas pouvoir évidemment les détailler plus particulièrement aujourd'hui, mais voir celles qui peuvent être respectueuses et de la personne et du contexte qui est posé autour d'elle. Je dirais que je vais commencer par la dernière et remonter. Donc, la D, vous suggérerez au maire de la commune de procéder à une intervention par arrêté pour insalubrité. On va dire que là, on est dans le droit. Par contre, il s'agit effectivement d'une intervention forte, très volontaire, qui va amener à une rupture de la confiance avec la personne. Et puis, faut-il encore que le maire, j'ai envie de dire, accepte cette réalité-là et vous n'avez aucune certitude, mais on est très loin, dans ce cas-là, quand même, du respect des libertés individuelles. C, je fais très court, hein, vous profitez d'une absence de la personne pour faire procéder à une intervention. C'est quelque chose qui peut se faire, on va être très honnête. Par contre, effectivement, il est important de pouvoir en informer la personne, malgré tout. Ceci dit, il est préférable d'obtenir son adhésion et de travailler son adhésion plutôt que de procéder à une intervention aussi intempestive, d'autant que vous ne respectez pas, j'ai envie de dire, son intimité et sa vie privée. Donc, faut-il encore que vous ayez l'autorisation d'intervenir dans le logement, ce qui peut ne pas être le cas, évidemment, parce qu'on n'a pas la clé des logements. Donc ça me paraît aussi relativement difficile à mettre en place, mais parfois, ça peut se faire si la personne vous autorise et vous donne les clés de son logement. Sur la base d'une pièce médicale et d'une description du logement, vous demandez au juge l'autorisation d'une intervention sans consentement. C'est donc une hospitalisation sous contrainte. Il s'agirait là de remettre du médical là où effectivement la personne n'en a plus pour essayer de travailler avec elle sur la souffrance qu'elle peut ressentir liée à son syndrome. Mais là aussi, on est sur une intervention, on va dire, relativement forte et qui peut ne pas être acceptée par l'ensemble des partenaires, ni même par un médecin, dans la mesure où, effectivement, là aussi, c'est une intervention qui peut remettre en cause très fortement le choix de la personne et sa liberté individuelle. Alors, je dirais que le A me semblerait être le plus proche de ce qu'il est souhaitable de faire. Ça ne veut pas dire qu'on peut toujours le mettre en place. Vous faites le lien avec le réseau de partenaires, ben oui, c'est-à-dire là, vous allez, et ça va être un travail de plus long, qui va nécessiter pour le mandataire, évidemment, un lien important avec les partenaires, mais aussi avec la personne,
pour essayer avec elle, petit à petit, de la ramener peut-être vers le soin aussi, et de l'amener à accepter le nettoyage et l'entretien de son logement à minima, de façon à aussi garantir qu'elle puisse conserver son logement. Donc, ça va nécessiter, et c'est là où la question se pose, beaucoup de temps pour le mandataire, beaucoup d'allers-retours avec les partenaires, de façon à travailler conjointement et pas seul sur cette situation, afin d'obtenir l'adhésion de la personne et donc de respecter sa liberté et éventuellement aussi son rythme et la manière dont elle envisage qu'on puisse mettre ça en place. Voilà, je vais terminer mon propos là, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Vous pourrez voilà, regarder de façon plus détaillée et je mettrai ensuite une communication plus étendue sur le site, de façon à ce que les uns et les autres puissent voir comment on peut cheminer à travers une réflexion éthique autour d'une question qui est souvent très prégnante pour les mandataires, de la question de l'incurie et de la problématique du logement et du choix de la personne. Voilà, merci. Merci à vous. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez introduit, ce que va sans doute plutôt développer Mme Sarrazin, c'est vraiment cet équilibre qui a trouvé entre, comme vous dites, le rythme de la personne, les besoins, les injonctions qui nous sont faites. Et j'ai trouvé que c'était intéressant de vous repasser la parole pour approfondir explicitement ce petit point. Donc, la question que je me suis posée, c'est comment accompagner des personnes qui n'ont pas choisi d'être accompagnées ni par l'association, ni par moi. Clairement, la décision du juge, elle s'impose à l'association, au mandataire, mais aussi à la personne protégée. Donc, finalement, c'était un peu comme un mariage forcé, finalement, une relation. Voilà, il va falloir faire avec ça. Pour illustrer mon propos et mon approche, je voulais vous soumettre le cas de Madame S. Donc, c'est notamment la question s'est posée au niveau du choix de la résidence. L'article 459-2 du Code civil dispose que la personne protégée choisit le lieu de sa résidence. Elle entretient librement des relations avec tout tiers, parent ou non. Le cas de Madame S, c'est une personne qui est sous mesure de protection depuis un petit peu plus que moi, je travaille à l'ATR, c'est-à-dire un peu plus de 2 ans, donc à peu près au printemps 2019. J'ai essayé de rentrer en relation avec elle, mais du fait de sa pathologie et de l'emprise que son fils exerce sur elle, ça a été impossible. Du coup, je reste finalement le mauvais objet. De loin, j'exerce une mesure de représentation parce que cette dame de 70 ans est sous tutelle. À domicile, elle vivait avec son fils. Il l'a complètement isolée, c'est une relation pathologique et fusionnelle. Donc, du coup, il n'y avait plus aucune aide extérieure, plus aucune aide à domicile, infirmière, plus personne, sachant que cette personne a une très très grosse pathologie. Donc, du coup, moi, j'ai beau lui expliquer que ce qu'elle vit, c'est de la maltraitance. Quand son fils la fait dormir 22 heures par jour, c'est de la maltraitance. Qu'elle se retrouve sans muscle parce qu'elle n'a pas le droit de bouger de son lit, c'est de la maltraitance. Madame S, en fait, n'est pas en mesure de pouvoir dire je veux pas. Elle croit. Elle croit son fils, elle ne croit pas moi. Donc, du coup, en décembre 2019, on a été informé qu'elle était hospitalisée. Elle n'avait plus de muscles et elle était inconsciente. Elle a été hospitalisée pendant plus d'1 an. Elle a fait le tour des hôpitaux de Lyon. Et bon, ça a été une sacrée aventure. Madame S s'est sentie bien, alors de loin, hein, parce que moi, je n'arrive pas à entrer en contact avec elle, c'est très frontal. Donc, de loin, le personnel médical m'indiquait qu'elle se sentait bien. Elle disait qu'elle se sentait bien, en fait, dans l'unité, dans sa chambre. Il y avait une sorte de... Voilà, où elle se sentait bien. Donc, finalement, on va dire que dans mon accompagnement distant, j'avais pu entendre, finalement, une volonté de... Voilà, ici, je me sens bien. Donc, très bien. Évidemment, après ce séjour à l'hôpital, on a essayé un hébergement temporaire en EHPAD. Ça a été un véritable fiasco, mais vraiment. Voilà.
Donc, du coup, Madame S est retournée à domicile. On a essayé de faire un épayage avec son fils. Évidemment, ça a été un fiasco. 15 jours après, elle était retournée à l'hôpital. Donc, finalement, lors d'une hospitalisation, on a refait vite fait plein de demandes d'établissement pour qu'elle puisse choisir cette fois-ci l'établissement. Donc, elle a fait des visites. Et lors d'une de ces visites, elle a pu dire que finalement, c'est bien ici, ça ressemble à ma chambre d'hôpital, il y a des animaux, et puis finalement, au début, elle était très opposante, puis finalement, après, elle a visité tout le lieu. Donc, du coup, aujourd'hui, Madame S, on peut dire qu'elle va bien, puisque des médecins qui la connaissent depuis des années, Madame S va mieux que depuis quelques années. Donc, finalement, ce temps long, mine de rien pour nous, pour elle aussi, hein, parce que pendant 2 ans, vivre les hôpitaux, tout ça, c'est beaucoup de temps, c'est beaucoup d'énergie. Finalement, elle a pu dire « je veux ». Elle a pu finalement mettre en avant ce qu'elle voulait vraiment. Et aujourd'hui, elle va bien. Voilà. Elle va bien avec sa pathologie. Donc, la question que je reviens sur ma question de départ, c'est l'idée du juste équilibre entre la restriction, qui est la protection juridique, et la liberté de la personne. Donc, du coup, finalement, comment favoriser l'autonomie de la personne, sachant qu'elle a une mesure de protection juridique et donc elle va potentiellement être restreinte. Elle peut être potentiellement restreinte. Donc, comment, finalement, l'individu sous mesure de protection, il fait partie de la société, donc forcément, il a des droits, il a des libertés. Donc, il faut l'amener à ce qu'il puisse exercer librement ses droits, tout en faisant en sorte que ça soit dans son intérêt. Alors ça, c'est pas très juridique, mais c'est finalement, je trouve, d'ailleurs, ça rebondit sur M. Cosny aussi, c'est l'idée de la création du lien. La création du lien qui est super importante, qui est un lien relationnel entre la personne protégée et la personne qui va exercer cette mesure de protection. C'est quelque chose qui est finalement hors du droit, hors du temps, puisque voilà, là par exemple, pour cet exemple de Madame S, c'est 2 ans. 2 ans pour arriver finalement à ce qu'elle se sente bien et en même temps qu'elle soit protégée. Donc finalement, ça met du temps, c'est un facteur qui est très important et qui peut parfois être un petit peu oublié par les intervenants, par la famille, par nous-mêmes, par la personne protégée, par tout le monde. Et finalement, l'idée qui m'intéresse beaucoup, c'est l'idée du consensualisme. Les contrats, en fait, sont consensuels. C'est-à-dire que je vais apporter finalement une idée, la personne est d'accord, pas d'accord. Cela crée un échange, c'est un échange de volonté, ça crée un contrat. Finalement, quand la personne protégée, comme Madame S, on n'a pas pu échanger véritablement, mais d'une certaine manière, il y a eu consensualisme il y a eu accord finalement entre nous deux, puisque elle m'a apporté ce qu'elle voulait, ce qu'elle ne voulait pas, parce que quand, voilà, pour l'établissement temporaire, ça a vraiment été un non catégorique, et en même temps, moi, je pense que nous avons fait le nécessaire pour que sa protection soit effective. Puisque si on l'avait laissée à domicile, cette dame mourrait. Il y a une plainte contre la personne avec qui elle vit, contre son fils. Enfin, c'était vraiment une situation où c'était très, très difficile. Et donc ça, c'est pour le cas de Madame S. Après, ce que je voulais... Est-ce qu'on peut peut-être rebondir dessus? Merci, M. Goyer. Et ensuite, on reviendra. Moi, ce que j'ai beaucoup retenu, et je suis contente que vous me laissez juste là, parce que j'aime beaucoup votre idée de consensualité. Et on le sent très bien dans ce cas-là, où, comme vous dites, il y a effectivement quelque chose du droit qui est le temps, mais il y a aussi quelque chose qui est de l'ordre de la sensation en consensuel.
En fait, on est même au-delà du rationnel. Voilà. Et j'aimais beaucoup votre titre, alors je vais garder pour la fin, je crois que ça fait une belle conclusion. L'enfer est-il toujours pas avec bonnes intentions? Donc je vous laisse la parole. Je n'ai pas la réponse, hein, je vais vous l'enlever. Je propose quelques réflexions un peu plus ou moins ordonnées, vous allez voir, j'essaie de tenir le temps aussi, comme ça. Donc le point de départ même, je dirais, le postulat même de la protection juridique, il est paradoxal, puisqu'on est dans une contrainte judiciaire pour apporter de l'aide à des personnes vulnérables qu'elles n'ont peut-être pas demandé. Donc là, on est d'emblée dans un paradoxe. L'accompagnement social, lui, médico-social, il se fonde en théorie sur le consentement. Par contre, parfois, il n'y a pas de demande, il n'y a pas vraiment de demande. Alors qu'on peut constater qu'on se trouve dans des situations où on pourrait voir qu'il y a des besoins, mais il n'y a pas forcément de demande. Donc là, il y a un autre questionnement éthique, si on met en parallèle avec l'idée d'autonomie de vie, c'est que on peut éventuellement influencer les personnes qu'on accompagne socialement. Est-ce que ça n'empiète pas sur l'autonomie? C'est la question. Ensuite, bon, le concept d'autonomie, j'aime bien un peu le critiquer parfois, parce que moi, je me considère par exemple plus comme quelqu'un d'hétéronome, plus autonome. Parler de moi. Le concept de désinstitutionnalisation aussi, hein, bon, vous connaissez la rapporteuse spéciale de l'ONU qui était venue en 2017. Il fallait permettre des établissements et arrêter toutes sortes de mesures substitutives, dont la protection juridique, évidemment. Mais je pense que quand on parle d'institution, souvent derrière, en fait, on parle plus d'établissement d'internat. Je vois des candidats qui viennent postuler et ils me disent je veux travailler dans une institution. Je leur dis vous êtes mal tombé parce que vous êtes dans une institution. Même si on n'est pas un foyer d'hébergement ou un établissement d'internat, on est une institution. Et comme la famille est une institution, la justice en est une. Donc c'est pour mettre un petit point sur ce terme-là. Ensuite, alors, la protection juridique. Donc, on repose sur le postulat que la société est légitime à agir, y compris de manière contraignante, pour protéger les personnes qui n'en sont pas capables par elles-mêmes et pour se protéger elles-mêmes, ce qui n'est pas forcément illégitime comme postulat. Par contre, donc, il y a une privation de liberté. Bon, il est utile, et vous l'avez fait, quand même, de rappeler que les personnes elles sont libres de choisir leur lieu de vie, de voter, de se marier, de divorcer, sont totalement maîtres de leurs décisions en matière de santé, entretiennent des relations avec qui elles veulent. Donc, il y a quand même beaucoup de libertés, en théorie, qui sont conservées. Et les mandataires le savent très bien. Et là, il y a un paradoxe, c'est qu'on est souvent, et vous l'avez un peu dit aussi, on s'est souvent engueulé, quand on le dit simplement, par les familles, par les partenaires, par les bailleurs, qui nous disent que finalement, on n'a pas assez de pouvoir. Donc, d'un côté, on peut avoir ce mauvais rôle aussi, en privation de liberté, et de l'autre, on est critiqué parce qu'on n'a pas assez de pouvoir et qu'on ne peut pas suffisamment agir. Voilà, c'était pour faire un petit entrée en matière. Et évidemment, en rapport avec ce que nous dit la rapporteuse de l'ONU, ma question n'est pas soldée de la légitimité de la privation de la capacité de la décision judiciaire qui s'impose au nom de la protection. Après, bon, toute petite parenthèse sur le soin sous contrainte, c'est un autre endroit où il est possible légalement de priver quelqu'un de sa liberté, c'est-à-dire on attrape et on est à l'hôpital pour un procès simple, on peut mettre. Dans tous les cas, il y a des garde-fous judiciaires, heureusement, le juge des tutelles, d'un côté, le juge des libertés et de la protection, parce que du soin sous contrainte. Et puis, il y a deux médecins qui doivent normalement décider. Nous, on fait que demander en réalité. On dit on fait une SPDT, on ne la fait pas, on la demande. C'est donc ça qui décide. J'observe que les travailleurs sociaux ne sont pas très, très à l'aise souvent avec cette histoire de soins sous contrainte. Quand on peut être amené à se poser la question de le faire, parce qu'une personne est manifestement en danger immédiat, on rencontre quand même fréquemment, ils ont peur
perdre la confiance. Et en réalité, je ne l'ai jamais constaté. Personne pour qui on a fait ça et devant lesquels on assume, on n'en veut pas. Et la confiance n'est pas perdue. Ensuite, et peut-être enfin, donc sur la question de, je disais, le désir pour l'autre, l'influence, le refus d'être. Donc là, on est plus du côté de l'accompagnement social. On a en face de nous, parfois, des personnes accompagnées qui se montrent sans désir, sans expression de leurs besoins. On risque parfois de l'isolement, de la précarisation. Eugène, c'est un philosophe grec, et qu'est-ce qu'on fait? Puisqu'on a cette idée aussi que les gens sont libres, que c'est eux qui viendront. Les gens sont libres, c'est un postulat de départ, c'est leurs aspirations qui comptent, mais parfois ils ne l'expriment pas. Et on n'est souvent pas très à l'aise parce qu'on se dit, mais finalement, de quel droit on va dire aux personnes ce qu'elles pourraient faire, ce qui serait bien qu'elles fassent. Et on n'est pas très à l'aise avec ça. Et souvent, on se retient. Je défends l'idée, mais c'est pour aussi amener un peu du débat et de la réflexion auprès des professionnels, que le désir pour l'autre, il est légitime quand il n'en a pas pour lui-même, et qu'on peut aussi le regarder comme une attendue, comme une invitation à l'espoir, une attention à la vie de l'autre, plutôt qu'une diminution de sa liberté. Et là, on voit, bon, j'ai fait un exemple avec une dame, une situation très périlleuse, relationnelle, avec peut-être de la prostitution subie, peut-être des violences subies. Et elle nous le laisse entendre. Elle nous laisse entendre, elle dort chez les uns, chez les autres. On lui prend une chambre d'hôtel parce qu'elle est là devant notre bureau avec tous ses sacs nucléaires, avec toutes ses affaires. On lui prend une chambre d'hôtel, elle n'y va pas. Elle repart en voiture. Et là, au moment où on se dit à quel moment on essaie de l'hospitaliser, mais elle n'est pas en crise. Il n'y a pas un danger forcément immédiat. Mais la situation est très périlleuse. Et ça, c'est pour dire que des fois, on renonce sur le moment. On renonce à agir parfois. Alors, on ne renonce pas sur un terme long. Voilà, je dis simplement que le prix de la liberté peut être parfois très coûteux. Voilà. Ben, je vous remercie. Moi, ce qui m'a intéressé dans le groupe que l'on a constitué, alors enfin, je vais passer la parole aux personnes qui sont là, c'est que finalement, je ne sais pas si vous avez vu pour opérer les choses, on parle d'une mesure qui est une mesure de contrainte, et finalement, de quoi on parle de relations, on parle de temps, on parle de liens qui n'existent pas, et du coup, ça ne marche pas. Et quand ça marche, quand on se lien, quand il y a ce temps, voilà. Et je trouve que comment est-ce que se construit ce lien, ça c'est quelque chose aussi qui rentre, c'est pas que du droit. Et exercer une mesure de protection, c'est pas juste prendre son code civil, ouvrir et s'exposer. Il y a toutes les réflexions qui se font en service, quand les gens ils disent alors moi je ne veux pas aller dans un service, je vais travailler dans l'anonymat. Comme disait Madame Poher, ça permet aussi de travailler ensemble. Et tout ce travail qui est fait au sein, j'allais dire presque du professionnel, au service de la personne protégée, je trouvais que c'était important et c'était important aussi de l'exposer ici. Je ne sais pas comment vous l'avez réceptionné cette. Oui, une question, monsieur, sa intervention est très intéressante. Vous parlez du métier et vous parlez aussi de la procédure. Le métier, il y a deux façons d'exercer le métier, hein, en institution ou non en institution d'ailleurs, être en individuel, et la procédure de la magistrat. Sur vos mains levées, je voulais demander si c'était le même magistrat qui avait examiné vos mains levées, le même magistrat que celui qui a évidemment prononcé la mesure. Et la deuxième chose, comment vous avez vécu cette question où vous voyez la personne qui est chargée de vous accompagner 6 mois après. Est-ce qu'elle vous accompagne? Est-ce que c'est l'accompagnement? Est-ce que ce n'est pas de la maltraitance? Et comment vous expliquez que le mandataire individuel, lui, il a pu vous accompagner? Est-ce qu'une association de tutelle, ça a quelque chose? Alors, pour répondre à vos questions, les 2 premières fois, c'était la même juge de tutelle. C'était à l'époque où les tribunaux d'instance étaient dans les arrondissements.
Depuis que les tribunaux d'instance ont été supprimés et regroupés au tribunal de Paris, c'était une personne différente à chaque fois. Ensuite, la deuxième question, que vous m'avez demandé, c'était par rapport à la relation avec le mandataire, l'absence de relation avec le mandataire. L'association a une relation, il y a une relation avec une personne individuelle. Est-ce que l'association a servi quelque chose? Non, l'association ne servait à rien, elle servait qu'à me faire du mal. Déjà, j'ai payé très cher, en très longtemps. Je ne sais pas sur quelle base, on m'a donné une explication mais absolument incompréhensible. Bon, j'ai payé 300 € par mois alors que je n'étais pas imposable puisque j'étais en congé de longue maladie et qu'apparemment les indemnités n'étaient pas imposables. Enfin, non, il n'y a pas eu de communication. Et de plus, j'avoue que je n'avais pas envie de communiquer avec une personne qui s'adressait à moi. La première personne plurielle, nous vous recevrons à telle date. Voilà. Et quand je me déplaçais, j'attendais 1 heure à chaque fois. Non, pas 1 heure, mais elle me recevait jamais à l'heure. Donc il n'y a pas eu de communication. Mais cela dit, je ne doute pas qu'il y ait des mandataires judiciaires qui soient utiles et que la plupart fassent leur travail correctement. Donc je pense qu'il y a sans doute un problème de maltraitance institutionnelle qui est imputable à beaucoup de facteurs. Donc, oui, justement, sur la participation, j'ai l'impression que vous n'avez pas participé politiquement, vous avez participé financièrement. C'est-à-dire que vous n'avez pas eu le choix, vous avez fait votre argent. Donc, il y a une participation à votre service, vous avez payé. Par contre, il n'y a pas eu de participation politique. C'est ça qui est c'est particulièrement étrange. Sur la question d'un journal mandataire, sur l'accord, le projet, le consensualisme, etc. Est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir du consensualisme quand la mesure est contrainte? Est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir un accompagnement quand la mesure est contrainte? Cette semaine, dans le Washington Post, un grand journal au niveau mondial, ils ont fait une page entière sur les mesures de tutelle. Nous, il y a quelques mois, Le Monde, c'est un grand journal en Europe et dans le monde, avait fait toute une page aussi sur les mesures de tutelle. Et ce qui est intéressant dans la version du Washington Post, alors c'est un journal évidemment qui est pour la passion, mais il a, sur l'affaire Britney Spears, indiqué que les mesures de tutelle, c'était rien d'autre que des mesures patriarcales, archaïques, antiféministes et anti-droits de l'homme. Est-ce que les mesures de tutelle s'inscrivent ou pas dans cet objectif en Europe? En France, il y a des similitudes avec le contexte juridique américain. Est-ce que, pendant les féministes, il y a une belle phrase qu'on voit dans le mur, on le voit de moins en moins dans nos belles rues, où les féministes indiquent, posent la question. Enfin, non, elles indiquent, elles ne posent pas la question, mais moi, je vais la poser à vous, la question. Elles indiquent que céder, ce n'est pas consentir. Dans la mesure de protection, elles n'ont plus le choix, elles sont obligées de céder. Donc, est-ce qu'il peut y avoir un consentement quand la personne a cédé? Est-ce qu'il peut y avoir du consensualisme quand la personne a cédé? Je voudrais rebondir sur les nombreuses questions que vous avez évoquées. Personnellement, en tant qu'être humain, je refuse la contrainte. Alors, il se trouve que je suis un rebelle. Au départ, je n'ai pas été informé, je n'ai pas été conscient. Je sais que je suis dans un pays où personne n'est censé ignorer la loi, mais en tant qu'être humain, je refuse toute contrainte, quelle qu'elle soit. D'accord? Je considère que c'est à moi de gérer ma vie. Deuxièmement, je peux imaginer qu'il y ait des mesures de contrainte qu'on puisse envisager envers des personnes violentes qui causent du tort à la société, qui troublent l'ordre public. Bien sûr. Voilà. Mais, autrement, je ne connais pas la situation américaine. Je ne sais pas. Pour rebondir sur la situation américaine et sur la situation française, au sein de Capura, on a invité Peter Blanche et Hélène Sachs qui portent ce qui s'appelle les supportive decision making, donc l'accompagnement à la décision, qui est un autre processus qui justement se veut une alternative aux mesures de protection. Et quand j'ai rencontré donc ces personnes-là, ils ont su que j'exerçais des mesures de protection et ils étaient persuadés que j'étais une espèce de ponte en droit et que j'étais un super avocat. Et c'était très différent. Et quand je me suis présentée en leur disant que
voilà, en fait, moi je suis assistante sociale à la base, ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris pourquoi une assistante sociale faisait une mesure judiciaire. Mais tu as plus du droit, j'ai dit, ben, non, pas plus que ça. Enfin, j'ai encore, en tout cas, aucun diplôme d'aucune fac de droit. Donc, ça, enfin, ils n'arrivaient pas à concevoir. Alors, c'était intéressant parce que eux qui étaient vraiment dans quelque chose qui était de l'ordre de l'accompagnement, alors contre des choses qui étaient effectivement, comme vous dites, hein, évidemment, très dans la contrainte, imaginez que forcément, la contrainte venait du droit et qu'on ne pouvait pas l'exercer si on venait de l'accompagnement. Pour rebondir sur ce que vous dites, céder, ce n'est pas à accepter. Est-ce que la mesure de protection, c'est justement permettre à la personne de réfléchir et de trouver une réponse à cette question que vous posez, de lui permettre de se poser la question, est-ce qu'il cède quand monsieur parlait de recueillir le consentement, quand madame Poher aussi disait que leur travail éthique était aussi tout autour de consentir à ce que l'expression de la volonté, c'est aussi deux choses différentes. Recueillir la volonté et recueillir le consentement. Donc, c'est là où je trouve que la mesure de protection, elle doit vraiment, on parle d'individualisation de la mesure de protection, mais j'allais dire que même au-delà de l'individualisation, la mesure de protection, je trouvais que c'était bien aussi les échanges. C'est avant tout, je pense, une rencontre. Peut-être un mariage forcé, mais c'est souvent ceux qui durent le plus longtemps. Mais c'est avant tout une rencontre, je pense. J'ai vu que monsieur. Alors, vous avez amené beaucoup d'éléments dont je voulais parler. Je suis désolée. Non, au contraire, vous avez peut-être beaucoup mieux que moi. Mais effectivement, je voulais préciser et insister sur cette question de la rencontre. Parce qu'effectivement, avant tout, une mesure de protection, c'est ça. Qu'on soit dans une institution, qu'on soit mandataire privé, je trouve toujours complexe cette dichotomie que l'on peut faire entre les services de mandat judiciaire ou un mandataire privé. Je reste convaincu que c'est une rencontre et qu'il y a un lien qui se construit. Ça, je suis persuadé. Et que c'est dans la manière dont, effectivement, on va donner du sens à l'exercice de la mesure de protection que les choses vont se jouer. Aujourd'hui, moi, j'adhère complètement. C'est une mesure contrainte. Enfin, je veux dire, il ne faut pas se lever là-dessus. Malgré tout, effectivement, notre mission première, je crois qu'on est dans l'accompagnement à la prise de décision. Et que si on est dans cet état d'esprit-là, il me semble que l'on peut être dans une perspective, sous réserve que ce soit quelque chose auquel on met du sens et sur lequel on se questionne, dans la perspective plus lourde à long terme de la finalité de la mesure. Je crois que cette perspective-là, en tant que professionnel, on doit l'avoir. La question de la proportionnalité, si effectivement on ne s'inscrit pas là-dedans, parce que moi je trouve que la loi de 2007, elle n'est pas si mal faite que ça, si on va au bout, et si on essaie de mesurer l'essence même de ce qui s'y dit, de même que celle du 23 mars. Et en revanche, moi je pense que le travail qui devrait pouvoir se faire et faire évoluer la question de l'accompagnement, c'est cette question de la sémantique. Aujourd'hui, vous parliez de pouvoir tout à l'heure, moi je trouve ça terrible aujourd'hui que dans un jugement, on puisse préciser que la personne est placée sous mesure de protection. Et ça, à mon sens, c'est là qu'il y a un réel travail à faire au niveau de la magistrature. Sur le fait qu'une mesure de protection, ça doit être un bénéfice et non effectivement une contrainte, parce que inévitablement dans les mots, de façon inconsciente, on crée ce rapport de force entre la personne accompagnée et le professionnel, quel qu'il soit. Et si effectivement déjà, dans l'inconscient des professionnels, dans l'inconscient des partenaires ou des tiers avec lesquels on travaille, ce travail-là, c'est un chemin de croix à mon sens, hein, mais si déjà dans la sémantique, les choses ont les fait évoluer, je pense que les choses peuvent être vécues vécues différemment par les personnes avec lesquelles et pour lesquelles on travaille. Et juste une dernière chose, après je m'arrête, je voudrais vraiment faire une distinction aussi entre la question de la mise en danger et la question du risque. Aujourd'hui, les professionnels sont en grande difficulté parce qu'on est de plus en plus dans la question de la charge de la preuve pour les professionnels, ce qui effectivement les met en grande difficulté sur la question de la responsabilité. Et aujourd'hui, les choses se jouent, vous l'avez dit, sur la question de la temporalité, notamment sur la question du risque. Et ce risque-là, il faut qu'on l'accepte. Parce qu'à un moment donné, on ne peut pas être toujours dans cette société qui veut qu'on soit toujours dans un risque zéro. Et la question de la mise en danger,
c'est effectivement l'immédiateté. Et quand il y a danger, effectivement, on intervient tout de suite. Alors que le risque, la personne elle a le droit de faire des erreurs, elle a le droit de prendre des risques, jusqu'où effectivement on soutient ça, sous réserve effectivement que cette posture soit éclairée. Vous avez tout à fait raison. C'est pour ça que je vois la question de l'institution. Parce que vous êtes individuel. Pas du tout, vous voyez. Je travaille à l'UDA. C'est pour ça que Mais l'individuel, lui, il est capable d'être dans le processus d'accompagnement à la prise de décision. je ne peux pas l'entendre. Les institutions, elles ne sont pas là-dedans. Non, Je non, peux pas je suis l'entendre. désolée. Je ne peux pas entendre votre son. D'accord. Je ne peux pas l'entendre. Systématiquement. Vous avez le droit. Oui, Voilà. pardon, excusez-moi. Christian voulait aussi s'exprimer. Et ce que j'allais dire, par contre, ce qui était intéressant, ce que vous aviez apporté tout à l'heure pour répondre, c'est que si effectivement, il y a effectivement la question, mais la question du risque et du danger, c'est là où on voit bien le poids effectivement de la société. Et je pense que si on arrivait à faire participer les majeurs protégés autrement que financièrement à leurs mesures de protection, et effectivement de développer une participation politique, eux pourraient nous apporter et pourraient nous soutenir dans ce besoin de temporalité et la justifier. Et on n'aurait plus besoin de cette charge de la preuve, parce qu'on aurait des gens en face qui pourraient dire non, nous c'est comme ça qu'on veut être accompagné. Oui, alors je voulais éclairer un peu. Donc, Christian Guichard, je suis éducateur en pédopsychiatrie à la retraite, mais conteur aussi. Comme on a parlé de Diogène. Pardon, compteur COMP ou Ah, compteur compteur, pas compteur bleu, pas compteur. Et comme on a parlé de Diogène, pour éclairer un peu, je voulais raconter une courte histoire à propos de Diogène. Donc, Diogène était devant son tonneau, qui n'était pas un tonneau, qui était une grosse amphore à l'époque, avec sous le soleil de la Grèce, là, devant, et Alexandre le Grand vient le voir. Vient le voir parce que Diogène, quand même, c'est un grand philosophe, il est connu, tout ça, malgré qu'il soit toujours tout déguenillé, tout mal habillé, tout rotant, jurant, et des fois étant dans ses excréments. Donc il vient le voir et il dit « Je suis Alexandre le Grand, mais je peux tout t'accorder. Que veux-tu ?» Et Diogène, « Je veux que tu t'ôtes de mon soleil. » Voilà, c'est pour éclairer cette histoire. Et par contre, j'ai une petite question juste pour les mandataires. C'est juste un petit détail technique, mais est-ce qu'un mandataire, à propos de tout ce qu'on a dit, est-ce qu'un mandataire judiciaire peut être un tiers digne de confiance? Oui. Oui, juridique. Madame Oui, alors moi, je voulais juste faire une petite parenthèse par rapport aux propos qui ont été tenus précédemment. Je vais être très rapide parce que moi, effectivement, je dirige une structure dite, alors on n'est pas une institution puisqu'on est une association, mais on est des professionnels, effectivement, et je voulais dire quand même, alors c'est vrai qu'il y a des articles qui sont souvent très à charge contre la protection des majeurs. Après, se pose une autre question, c'est la protection des personnes vulnérables, et c'est une question de société, donc ça réinterroge aussi plein d'autres choses, je pense, au niveau de notre contrat social, plus globalement, mais ça, c'est un autre débat. Je voudrais quand même dire, et c'est important de le signaler, qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui choisissent d'être mises sous protection. Il ne faut pas non plus considérer que c'est toujours quelque chose d'imposé. Il y a effectivement des situations où c'est imposé, on ne peut pas le nier, monsieur en a parlé, il y en a d'autres, mais il y a aussi beaucoup de situations où les personnes choisissent. Et il y a un vrai travail de partenariat dans ce cas-là entre la personne protégée et le mandataire qui la suit, qu'il soit mandataire individuel ou mandataire dit en structure. Il y a un travail de relation, il y a un travail de consensus sur un certain nombre de choses qui vont se mettre en place, et les personnes y trouvent satisfaction. Enfin, je crois qu'il faut aussi entendre ça, parce que ça serait toujours montrer qu'un aspect du métier qui serait effectivement liberticide, et une mesure de protection l'est. On parle de tutelle, alors il faut aussi relativiser, puisque aujourd'hui, il y a aussi beaucoup de mesures de curatelle qui sont quand même moins privatives de liberté que la tutelle, qui reste une vraie question au regard de l'article 12 en particulier de la Convention des Nations Unies. Mais on est vraiment aussi sur un enjeu de travailler avec la personne et de faire avec elle un certain nombre de choses, et on ne peut pas faire tout ce qu'on veut quand on veut. Donc,
je crois qu'il faut aussi relativiser ça. Vous avez parlé d'un article dans Le Monde. Moi, je vous invite à en lire un qui est paru récemment, qui montre aussi toute la plus-value qu'apporte à la société la protection des majeurs. Donc, il faut, je crois, aussi relativiser cet aspect-là. Je termine en disant que sur la question du coût, effectivement, l'État impose que les majeurs protégés participent à hauteur de leurs revenus et de leurs ressources à la mesure de protection. C'est proportionnel, c'est calculé à partir d'un barème, c'est absolument pas les organismes de protection qui en décident et qui feraient ce qu'ils auraient envie sur cette question-là. Donc, il faut aussi là le relativiser et on s'est battu au niveau de l'interfédération et de tous les mandataires pour revenir sur un décret qui rendait une participation trop importante pour les personnes et en particulier celles qui avaient l'AH. Donc, voilà, je voudrais redire ça, dire qu'une personne digne de confiance peut être effectivement une personne qui va prendre la mesure de protection, un membre de la famille, une personne proche peut tout à fait, avec l'accord du juge des tutelles, prendre la mesure de protection, voire même il n'y aura pas une nécessité de mesure de protection et qu'on sera plutôt sur une habilitation familiale, par exemple. La mesure, elle n'est pas toujours ce qui est le plus conforme ou nécessaire pour la personne, et en particulier dans la question de la famille ou de la question d'un proche, qui fait que là, c'est une personne, et là, aucun d'entre nous ne peut dire que c'est ce qui n'est pas satisfaisant quand tout se passe bien entre les personnes, bien sûr. Voilà. Alors, super dépassé le temps, c'est Dominique, je crois qu'on ne le rappelle pas. Voilà. Oui, mais j'aurais quand même voulu dire deux mots très rapidement. Dans un syndicat, je travaille beaucoup avec les mandataires professionnels. Enfin, voilà, on a un problème actuellement, c'est que dans notre service, on se retrouve aujourd'hui à sélectionner les mandataires. L'équipe souhaite sélectionner, et moi, ça me pose un problème d'équipe. Sélectionner. Bref, on n'a pas de réponse, mais en tout cas, ça me pose un problème en fait, de commencer à faire ça. Et mon autre question, c'est sur cette création de lien, parce qu'on constate que parfois le lien est complexe à mettre en place. On sait très bien que vous avez énormément de mesures, mais est-ce qu'un mandataire judiciaire est dans l'obligation de rencontrer la personne à quel moment, combien de fois par an Non, Non, il n'y a rien sur le cas aussi. on va juste poser d'autres questions pour voir si elle se. Non, j'ai envie de répondre. C'était pour répondre. C'était pas ça le but, mais c'est en fonction en fait de la relation avec la personne, de ses besoins, de ses demandes. Il y a des personnes qui souhaitent qu'on aille les voir régulièrement. Il y en a d'autres qui considèrent que c'est une intrusion dans leur domicile et qui préfèrent nous voir ailleurs. C'est à nous de nous adapter et c'est le plus gros de notre travail, c'est de s'adapter justement à la personne. Et c'est pour ça que quand on dit par exemple que certaines personnes ont demandé à être sous mesure de protection, c'est vrai, il y en a. Je pense qu'elles ne le font pas forcément de manière. Le consentement n'est pas forcément le plus équilibré parce que quand elles demandent une mesure de protection, peut-être qu'on nous a été, mais tant qu'on ne l'a pas vécu, on a pu vous raconter, on a pu vous dire comment ça allait se passer, quel était le soutien que vous aviez. On n'a rien dit, on n'a absolument rien dit. Voilà, mais même tant qu'on c'est quelque chose, je pense que tant qu'on ne l'a pas vécu, on ne peut pas se rendre compte de ce que c'est. Même si on a des témoignages ou autres, c'est difficile. Et puis surtout parce que le plus important, c'est l'individualisation. C'est d'apprendre à connaître la personne, ce qui est un peu long, pour pouvoir la soutenir mieux. Et moi, quand on dit sous mesure de protection, j'imagine une grande marmite avec la personne dedans et un couvercle dessus. Et c'est l'inverse de ce que je ressens dans mon travail. Au contraire, c'est d'ouvrir le couvercle et porter la personne pour qu'elle sorte de sa marmite. Isabelle, si je peux dire juste deux mots vraiment très courts. Bon, je ne suis pas juriste, donc je n'ai pas les compétences des professionnels qui sont ici, mais je remarque une chose, c'est qu'à mon avis, il n'y a pas une grande différence entre la curatelle renforcée et la tutelle, contrairement à ce que j'ai entendu. Il faut quand même savoir que la plupart des personnes sous curatelle sont sous curatelle renforcée. Et deuxièmement, j'aimerais avoir une réponse sur un point juridique et éthique. Qu'est-ce que les professionnels entendent par protection? Qu'est-ce que c'est que